Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Emmanuel Mbolela. Je suis très content ce soir de vous voir si nombreux et nombreuses ici pour la présentation de ce livre, Réfugiés, une odyssée africaine. Buenas tardes, me llamo Emmanuel Mbolela, estoy muy contento de ver que hay tantos y tantas aquí para la presentación de este libro que se llama Refugiado, una odisea africana. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord dire merci à Fernando, à Paloma, qui m'ont invité pour être ici. Je voudrais aussi dire merci à Raoul qui accepte d'être avec moi pour la traduction. Je crois que sans Raoul, on ne pourra pas se communiquer. Et en même temps, j'ai dit aussi merci au théâtre qui nous accueille ce soir-ci. Antes de empezar, quiero agradecer primero a Paloma, a Fernando, por haberle invitado a estar aquí. También me agradece por la traducción que nos permite comunicar si no se sabe francés o castellano. Y también al teatro por acoger esta presentación. Bon, moi, je viens de la République démocratique du Congo. C'est ce grand pays qui est là au centre de l'Afrique. Comme vous pouvez le voir, le Congo, c'est un grand pays qui est au centre de l'Afrique, qui a une superficie de 4 fois plus grande que la France. Je crois peut-être l'Allemagne, c'est 5 fois plus grande que l'Allemagne. Et ce pays, comme vous pouvez le voir, a connu une histoire tragique qui a commencé en 1885 avec la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique. Él viene de la República Democrática del Congo, en el mapa, en el centro de África. Es un país de una extensión muy grande, aproximadamente 4 veces la extensión de Francia, más grande también que Alemania. Y es un país que ha conocido, que tiene una historia trágica que empieza en 1885 con la conferencia de Berlín, la conferencia colonial de Berlín. Pendant cette conférence, ce pays qui est le Congo a été confié à un individu qui a pris ce pays et qui a considéré cela comme sa propriété privée. C'était le roi Léopold de la Belgique. Durante esa conferencia, el Congo fue confiado a un individuo. Ese individuo lo consideró su propiedad personal. Era el rey Leopoldo de Bélgica. En prenant le Congo, le roi Léopold disait que c'était pour une mission humanitaire, que c'était pour apporter la civilisation. Y apropiándose del Congo, el rey Leopoldo decía que su cometido era una misión humanitaria, era para aportar la civilización. Mais quand il arrive au Congo, c'était autre chose, c'est-à-dire que quand il est arrivé, il a instauré un système de violence, un système d'exploitation où il a exploité la population pour les pousser à cueillir les caoutchoucs. Vous savez, pendant ces années, les années 1885, c'était les années où il y a eu la révolution industrielle ici en Europe, et notamment dans le domaine de l'industrie automobile. Et pour cela, on avait besoin d'une matière première qui était les caoutchoucs. C'était pour fabriquer les pneus gonflables. Vous savez, c'est avec les pneus gonflables que l'industrie automobile était beaucoup révolutionnaire. Pero cuando llegó el rey Leopoldo, pues sucedió algo muy distinto. Instauró un sistema de violencia y de explotación, forzando a la población a recoger el caucho. Como sabéis, en aquellos años de la revolución industrial empieza la producción de automóviles y también la producción de neumáticos hinchables. Para eso hacían falta el caucho, ¿no?, que se convierte en una materia prima. Et pour produire ces caoutchoucs, le roi Léopold a exploité la population qu'il a envoyée dans la forêt pour extraire les caoutchoucs, et il les faisait travailler dans des conditions inhumaines. Et il allait jusqu'à couper la main, parce que si quelqu'un n'arrivait pas à atteindre la quantité de caoutchouc qui était fixée,
le roi Léopold II allait jusqu'à couper la main et il prenait aussi en otage des femmes pour pousser leurs maris à travailler davantage dans la cueillette de caoutchouc. Y para producir ese caucho, pues el rey Leopoldo pues mandaba a la población a la selva en condiciones inhumanas de trabajo, pues con extremos como cortar la mano si la cuota de producción asignada no era cumplida, o secuestrar a las mujeres para obligar a los maridos a trabajar. Et tout ce qui avait comme revenu tiré de la vente de ces caoutchoucs, je veux vous dire que rien n'a été investi au Congo, tout était transféré vers la Belgique. Los rendimientos, las rentas de esa explotación, nada de ello se quedó en el Congo, sino que fue directamente a Bélgica. Vers les années 1908, il y a eu le Parlement belge qui a voté une loi. Selon cette loi, le Congo devenait une colonie de la Belgique. C'était une façon de mettre fin aux violences que le roi Léopold II avait instaurées. Mais malheureusement, quand les colonisateurs arrivent, au lieu de mettre fin à ces violences, c'était par contre l'intensification de ces mêmes violences. Luego, en 1908, el Parlamento belga votó una ley por la que se establecía el Congo como colonia belga, es decir, no como una propiedad personal del rey. Ello supuestamente para terminar con la violencia. Sin embargo, por desgracia, no fue así para nada, sino que esa violencia se intensificó aún más. Ces violences s'étaient intensifiées. Pourquoi? Parce qu'on avait découvert ici au sud du Congo, c'est dans la province du Katanga, on avait découvert beaucoup de gisements de minerais, et pour exploiter ces minerais, on avait encore besoin de la main-d'œuvre. C'est comme ça qu'on a encore exploité la population, on a encore donc intensifié les violences, puisqu'il fallait faire travailler les gens encore dans des conditions difficiles. Et lorsque les ouvriers revendiquaient le salaire, c'était par contre les coups de fouet qu'on leur donnait. Esa violencia, como decía Emmanuel, se intensificó. ¿Por qué? Porque en el sur del Congo, en la provincia de Katanga, se descubrieron minerales. Minerales que necesitaban más mano de obra para su explotación. De ahí que se intensificara la violencia sobre la población para trabajar en condiciones inhumanas. Los trabajadores reivindicaban un salario adecuado, un salario justo por esa explotación, pero a cambio recibían disparos. Donc, et ces coups de fouet étaient donnés en fonction... Perdón, latigazos. Et les coups de fouet étaient donnés en fonction de l'âge, c'est-à-dire que si quelqu'un avait 30 ans ou 50 ans, il devait recevoir chaque matin, chaque soir, 50 coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'il revendiquait l'amélioration des conditions de travail, ou bien il revendiquait le salaire. Y esos latigazos que recibían pues dependían de la edad del trabajador. Es decir, tenías 35, pues 35 latigazos, 50 latigazos por reivindicar mejores condiciones de trabajo. Vers les années 1956, il y a eu le mouvement de l'indépendance qui a commencé partout en Afrique. Et au Congo, mon pays, ces mouvements étaient portés par Patrice Emery Lumumba. C'est lui notre leader, c'est lui qui a beaucoup lutté, qui a beaucoup combattu pour que le Congo accède à l'indépendance. En la década de los 50, en el 56 en particular en el Congo, en la década de los 50 empiezan los movimientos de descolonización en África. En el caso del Congo, en el 56 se produce la independencia bajo el liderazgo de Patrice Lumumba, ¿no? Que es el héroe de la independencia nacional. Et en 1960, nous avons eu notre indépendance, mais malheureusement, les colonisateurs voudraient que l'après-indépendance soit égale à l'avant-indépendance, alors que Lumumba voulait voir un changement s'instaurer. Ce qui fait que quelques mois seulement après l'indépendance, les colonisateurs ont provoqué un chaos partout au Congo. Perdón, la independencia es en el 60 y Lumumba quería que esa independencia pues fuera real, es decir, que supusiera no un cambio formal, sino real. Contra eso, las potencias coloniales pues instauraron el caos para impedir que se produjera esa independencia real. Et tous ces chaos qu'ils ont provoqués, ils ont mis ça sur les dos de Patrice Emery Lumumba, qu'ils ont qualifié de communistes, ils l'ont traité de xénophobe, ils l'ont traité de quelqu'un qui n'aimait pas la religion chrétienne. Mais tout ça, c'était seulement une façon de les discréditer afin de pouvoir l'éliminer physiquement et politiquement.
Y todo ese caos pues se concentró sobre la figura de Lumumba, ¿no? Le tacharon de comunista, de xenófobo, de que odiaba la religión cristiana, pero eran todo calumnias para desacreditarle y contribuir a su eliminación política y física. Et en 1961, Patrice Emery Lumumba fut assassiné par les Belges et aussi avec la complicité des services secrets américains. Y pocos meses después, en 1961, Patrice Emery Lumumba pues fue asesinado por los belgas, pero con la colaboración de los servicios secretos estadounidenses. Et après son assassinat, les Belges et les Américains ont placé Mobutu au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait leur assurer l'exploitation des matières premières au Congo. Después de acabar con Lumumba, pues pusieron a Mobutu. ¿Por qué? Porque necesitaban una figura así para poder garantizar la continuidad de la explotación de las materias primas. Et parce que je parle des matières premières, je vais vous dire que le Congo, comme vous pouvez le voir, c'est un grand pays, non seulement en termes de superficie, mais aussi c'est un grand pays en termes de richesses minières. Y como hablo de materias primas, eso nos lleva a que no solo es un gran país en términos de extensión, sino de riqueza y variedad de materias primas. Si vous arrivez au Congo, vous allez trouver toutes sortes de minerais stratégiques comme le cuivre, il y a de l'or, il y a le diamant, il y a de l'uranium. Vous savez, c'est avec l'uranium exploité ici au sud du Congo que les Américains avaient utilisé pour fabriquer la bombe atomique qu'ils avaient larguée à Nagasaki et à Hiroshima. Et aujourd'hui encore au Congo, il y a un minerai stratégique, c'est le coltan, et c'est avec le coltan qu'on fabrique aujourd'hui les téléphones portables que nous avons. Hay todo tipo de minerales estratégicos. Hay cobre, oro, diamantes, uranio. Precisamente en el sur del país se extrajo el uranio que los estadounidenses utilizaron para las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y hoy un mineral estratégico es el coltán, que, como sabéis, es fundamental, imprescindible para los teléfonos móviles. Mais à cause du système qui était placé, donc Mobutu qui était là comme un marionnette des Occidentaux, il est resté au pouvoir pendant 32 ans, et pendant ces 32 ans, c'était le pillage de toutes ces richesses, c'était la dictature, ce qui faisait que le Congo est encore un pays avec beaucoup de contrastes. On a affaire à un pays très riche, mais dont la population vit dans une extrême pauvreté. Y ese sistema, el sistema encabezado por Mobutu, que era una marioneta, obviamente, de las potencias coloniales, duró 32 años de pillaje, de dictadura, que hizo que el Congo pues, sea un país absolutamente lleno de contraste, la enorme riqueza natural y la enorme pobreza de la población. Alors, cette situation m'a fait beaucoup révolter de voir que nous avons un pays si riche, mais si vous arrivez au Congo, vous ne pouvez pas trouver des écoles viables, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de l'eau potable, alors c'est le chaos total. Alors ça m'a fait beaucoup révolter pendant que j'étais étudiant à l'université de Mbuji-Mayi. Y esa situación a Emmanuel le indignó, la situación del país. Un país donde no hay escuelas, donde no hay carreteras, en condiciones donde el agua no es potable. Y cuando estaba en la universidad en Mbuji-Mayi, pues se indignó y luchó contra ello. C'est comme ça que je vais m'engager dans la lutte avec l'espoir de voir un changement s'instaurer dans mon pays. Donc j'ai adhéré dans un parti politique appelé l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'était un parti qui luttait contre la dictature de Mobutu. Y por eso se comprometió en la lucha y lo hizo pues ingresando en un partido que se llama la Unión Democrática por el Progreso Social en el Congo, que luchaba contra la dictadura de Mobutu. Et en même temps, pendant notre lutte, il y a eu encore la guerre qui a éclaté au Congo. Comme vous savez, il y a une guerre qui a éclaté avec Laurent Désiré Kabila qui a pris les armes pour venir chasser Mobutu. Il a dit qu'il venait chasser Mobutu afin d'instaurer la démocratie. Mais malheureusement, quand il est arrivé au pouvoir, c'est encore la dictature qui continuait.
Pero al mismo tiempo, cuando Emmanuel estaba en esa lucha contra Mobutu, pues estalló la guerra. Una guerra que, por una parte, pues inició Laurent Kabila, que luego fue el presidente, y que quería expulsar a Mobutu supuestamente para cambiar esa situación de dictadura. Pero cuando tomó el poder Kabila, pues la dictadura, por desgracia, no cambió, sino que cambió solo de dictador. En même temps, il y a eu encore une deuxième guerre qui a commencé au Congo, c'était en 1998. Et cette guerre a fait beaucoup de morts. On compte plus de 8 millions de morts. Il y a plus de 2 millions de déplacés de guerre. Et il y a aussi surtout les viols des femmes ici à l'est du Congo. Et les viols eux-mêmes utilisés au Congo comme une arme de guerre. Al mismo tiempo estalló otra guerra, en 1998, otra guerra en el este del país, que ha producido 8 millones de muertos, 2 millones de desplazados y también muchísimas violaciones de mujeres, porque la violación es utilizada como un arma de guerra. En 2001, il y a eu les Nations Unies qui avaient organisé des négociations politiques pour mettre fin à la guerre au Congo, mais les pouvoirs en place, c'était Kabila, fils qui avait pris le pouvoir, ne voulait pas que ces négociations puissent se dérouler normalement, parce qu'il pensait qu'avec cela, ça allait fragiliser son régime. Al mismo tiempo, la ONU intentó organizar negociaciones para poner fin a la guerra en el Congo, pero Kabila no las facilitó, no quería que llegaran a buen puerto porque pensaba que podían poner en peligro, podían fragilizar su poder. C'est pour ça que nous, en tant qu'étudiants et avec nos camarades de l'UDPS, nous avons organisé une manifestation pacifique afin de pouvoir réclamer que les dialogues puissent, donc les négociations puissent se dérouler normalement. Así que él, junto a sus compañeros y compañeras y con la UDPS, con el partido en el que estaba, organizaron manifestaciones pacíficas para que las negociaciones se retomaran y se pudiera llegar a la paz. Donc c'est pendant ces manifestations que je fus arrêté avec mes amis de l'UDPS et aussi mes amis étudiants. Nous avons été arrêtés et mis en prison. Mais comme vous savez, la prison au Congo, ce n'est pas comme ici en Europe. Au Congo, quand on est en prison, c'est déjà la mort puisqu'il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas de nourriture, il n'y a même pas de toilettes. Par contre, ce n'était que la torture physique et morale qu'on nous infligeait nuit et jour. Sin embargo, en esa manifestación fue detenido con sus amigos y otros estudiantes y compañeros de la UDPS y le mandaron a la cárcel. La cárcel pues no es como en Europa, la cárcel significa la muerte porque no hay agua potable, no hay comida, no hay baños, hay una tortura constante. Alors c'était très difficile pour nous et pour moi, il y a mes parents qui ont déployé beaucoup d'efforts pour que je puisse m'évader de la prison. Ils vont y parvenir, je vais fuir la prison, mais en même temps, j'étais obligé de quitter mon pays. Una situación muy difícil. Sus padres empeñaron todo lo que pudieron, se esforzaron para hacer para que pudiera salir Emmanuel de la prisión. Al final consiguió salir de la prisión y tuvo que escapar, tuvo que huir del Congo. Et quand je quitte le pays, je vais me mettre sur le chemin de l'exil où je vais vivre beaucoup de violences, beaucoup d'atrocités qui m'ont poussé a écrire ces livres. Y cuando se fue del país, cuando emprendió el exilio, pues sufrió mucha violencia, muchas atrocidades y eso fue lo que le llevó a escribir el libro. C'est-à-dire que quand je quitte le Congo, je vais d'abord me réfugier ici au Congo-Brazzaville. C'est un pays voisin à nous, mais quand j'arrive dans ce pays, j'ai trouvé que c'était encore une situation difficile puisque ces deux pays sont dirigés par des dictateurs. Et au Congo-Brazzaville, on arrêtait les réfugiés qui venaient de notre pays et on les expulsait. Comme dans notre pays aussi, on arrêtait les réfugiés qui venaient du Congo-Brazzaville et on les renvoyait a Brazzaville. Y cuando se exilió, pues se refugió primero en Congo-Brazzaville, el país vecino, pero allí se dio cuenta que la situación era igualmente difícil. ¿Por qué? Porque también hay una dictadura y esa dictadura colabora con la dictadura del Congo, de tal manera que eran devueltos a su país, del mismo modo que la República del Congo devolvía a los exiliados o refugiados de Congo-Brazzaville. C'est comme ça que j'étais obligé de quitter le Congo-Brazzaville pour aller
au Cameroun. Après le Cameroun, je suis parti au Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Mali, Algérie pour me retrouver au Maroc. Así que se fue obligado a seguir su ruta, a huir de Congo-Brazzaville. En primer lugar llegó a Camerún, luego a Benín, ¿no? A Nigeria, perdón, Benín, Burkina Faso y al final a Argelia. Malí, perdón, Argelia, Marruecos. Et tous ces voyages, je les faisais dans des conditions très difficiles puisque je n'avais pas de papier. Et je peux dire que quitter le Congo-Brazzaville jusqu'au Mali, c'était encore un peu bien puisque là, partout c'est l'Afrique noire, je pouvais me faufiler dans la population locale. On n'allait pas découvrir que je n'avais pas de papier. Todos esos viajes fueron muy difíciles porque estaba sin papeles. No obstante, hasta Mali, pues siendo todavía el África negra, se podía pasar más desapercibido entre la población, aún no teniendo papeles. Mais la situation va être difficile lorsque je vais quitter le Mali vers l'Algérie, puisque là, en Algérie, ne fût-ce qu'à travers ma peau, on pouvait déjà découvrir que je n'avais pas de papier. Pero la situación empieza a empeorar cuando llega a Argelia, porque por su piel era susceptible, sospechoso de no tener papeles. Aussi, pour quitter le Mali vers l'Algérie, on prenait des pick-up, ce sont des petits véhicules conçus pour 10 ou 15 personnes, mais nous étions là entassés, plus de 50 personnes. Et comme on n'avait pas de papiers, les chauffeurs étaient obligés de prendre les 2 heures. Et dans ces 2 heures, il arrivait des fois qu'ils se perdaient. Et quand ils se perdaient, ils faisaient des formules magiques pour retrouver la route. Mais tout ça, c'était des histoires. Y para ir desde Mali hasta Argelia, pues iban en un vehículo de transporte ilegal, en el que normalmente caben 10, 15 personas, pero ahí iban 50 personas. 50 personas sin papeles y por lo tanto tenían que ir por el desierto. A veces el chofer se perdía en el desierto y tenía que hacer pues fórmulas mágicas para encontrar la ruta otra vez, pero realmente era desesperante. Et une fois, nous avons été arrêtés dans le désert par des bandits qui ont surgi et ils ont stoppé les chauffeurs, ils nous ont dit de descendre, ils nous ont fouillé partout et nous ont ravi tout ce qu'on avait comme objet de valeur. Y una vez fueron asaltados por bandidos que surgieron en el camino, que les obligaron a bajar, que le registraron y que le robaron todo lo que tenían de valor. Aussi, nous avons été abandonnés dans le désert par le chauffeur qui nous a dit qu'on était arrivé à Tamaracet, c'est une ville au sud de l'Algérie, mais ce n'était pas le cas. Il nous a abandonnés et puis il est parti. Y el chofer también les abandonó cerca de una ciudad que iban hacia Tamaracet, les abandonó al lado y se fue. En même temps, je vais vous dire que sur cette route, il y a les femmes qui subissent beaucoup de violences et les femmes sont même utilisées comme une monnaie d'échange pour pouvoir traverser les frontières. Hay que decir también que las mujeres en ese viaje sufren mucha violencia porque son utilizadas como moneda de cambio en el trayecto migratorio. Et cette situation, je vais la vivre encore à Alger, puisque quand nous sommes arrivés en Algérie, j'étais parti à Algerville. Et là, comme on n'avait pas de papier, on ne pouvait pas trouver un logement pour louer. Donc c'était difficile. On dormait dans la forêt, à côté d'une rivière. On pensait qu'on se cachait, mais la police savait bien que nous étions là, puisque chaque jour, la police venait et c'était toujours des courses-poursuites. Esa situación no terminó al llegar a Argelia. En Argelia se dirigió a la capital, Argel, pero al no tener papeles era imposible encontrar un techo, un sitio donde dormir. Así que se fueron, no solo él, se fueron a dormir a un bosque en la periferia de la ciudad, un bosque junto a un río. Allí la policía les acosaba constantemente, así que era un constante ir y venir de carreras, de persecución. Et les mêmes policiers qui venaient nous arrêter pendant la journée, ils revenaient encore la nuit pour prendre des femmes. Y esos mismos policías que les acosaban y les perseguían por el día volvían por la noche, pero para llevarse mujeres. Donc c'était encore difficile, c'est ce qui m'avait poussé de quitter l'Algérie pour aller au Maroc.
una situación tan difícil le llevó a decidir irse de Argelia para llegar a Marruecos. Et pour partir au Maroc, comme on n'avait pas de papiers, on prenait des taxis illégaux et quand on avançait en route, si on rencontrait les policiers et que les chauffeurs n'arrivaient pas bien à négocier avec les policiers, les chauffeurs nous abandonnaient dans la forêt et ils s'en allaient. Y para llegar siempre sin papeles a Marruecos, pues era necesario tomar un taxi legal. Ese taxi legal, es el conductor, si se encontraba con la policía, negociaba con la policía y decidía abandonarles en el desierto. Et quand je suis parti, arrivé au Maroc, j'étais à Rabat, c'est la capitale du Maroc. C'est là que j'ai trouvé le bureau du HCR et je suis parti demander l'asile et j'ai obtenu le statut de réfugié au Maroc. Cuando llegó a Marruecos fue a Rabat y allí encontró a la Asociación de Ayuda a los Refugiados, pidió ayuda, solicitó el estatuto de asilado, de refugiado y lo consiguió. Mais le statut de réfugié que j'ai obtenu au Maroc, c'était un statut qui ne me donnait aucun droit puisqu'avec ce statut, on ne pouvait pas travailler, les enfants des réfugiés ne pouvaient pas aller à l'école. Et en même temps, on faisait toujours face à la violence policière puisqu'il y avait des rafles qui étaient organisées chaque fois. Et ces rafles commençaient entre 3h et 4h du matin. Les policiers venaient dans des ghettos où on arrivait à louer. Et s'ils venaient la nuit, ils frappent à la porte qu'on n'ouvre pas. Ils cassaient de force la porte, ils entraient pour nous demander les papiers. Et on montrait les papiers que l'OHR nous avait donnés. Les policiers ignoraient ces papiers pour nous arrêter et nous refouler au niveau des frontières entre l'Algérie et le Maroc, c'est à Oujda. Pero bueno, ese estatuto que consiguió no daba derecho a nada. ¿Por qué? Porque no podía trabajar. Los niños de refugiados y refugiadas no podían ir a la escuela y eso no les protegía de la violencia policial. Cuando estaban viviendo en viviendas en un gueto y a las 3 o 4 de la mañana la policía llegaba, sonaba la puerta y si no abrían pues la forzaban. Les mostraban los papeles que demostraban que tenían el estatuto de refugiado, pero los ignoraban. Y lo que hacía la policía pues es montarles en vehículos y llevarles hasta la frontera con Argelia otra vez, es decir, deportarles a Argelia y dejarles en Oujda. Et là, à Oujda, je veux vous dire qu'on nous abandonnait dans la forêt et il y avait derrière nous les policiers marocains qui nous poussaient pour entrer en Algérie et devant il y avait les policiers algériens qui nous chassaient pour retourner au Maroc. Donc c'était comme un jeu de ping-pong qui s'est joué entre les deux policiers et nous, les êtres humains, on était considérés comme cette petite boule de ping-pong. Y en Oujda, la policía marroquí les abandonaba en un bosque en la frontera, pero al mismo tiempo allí estaba la policía argelina. Y entonces lo que hacía la policía argelina es volver a devolverles a Marruecos y otra vez los marroquíes a devolverles a Argelia, de tal manera que había una especie de juego de ping-pong entre las policías en las que los seres humanos, ellos eran la pelota. Une fois, on a organisé des rafles et on a arrêté une femme qui venait d'accoucher avec un enfant de 3 jours. Et cette femme était refoulée à Oujda, c'était en plein hiver. Et cette situation m'avait beaucoup révolté. Et c'est comme ça que je vais m'engager encore dans la lutte au Maroc. Y en esas redadas policiales, en esas persecuciones, pues expulsaron a una mujer que tenía un niño de 3 años, que la dejaron ahí en el frío con el niño, y él fue testigo de eso y eso le volvió a indignar aún más, y ahí es cuando decidió allí quedarse y participar en la lucha por los derechos de los refugiados. C'est-à-dire que j'ai pris contact avec des amis réfugiés avec qui nous étions au Maroc. Nous avons ensemble fondé une association appelée ARCOM, c'est-à-dire Association des réfugiés et demandeurs d'asile congolais, qui est devenue association des réfugiés et des communautés migrantes, puisque maintenant ça regroupe toutes les communautés, donc les migrants qui viennent de différents pays de l'Afrique subsaharienne. Y allí tomó contacto con amigos que eran refugiados también, y juntos formaron primero una asociación que se llamaba Asociación de Refugiados y
y solicitantes de asilo del Congo en Marruecos, pero que luego, digamos, se generalizó y se denominó la Asociación de Refugiados y Comunidades Migrantes en Marruecos. Et avec notre association, nous sommes entrés en contact avec les activistes des droits de l'homme marocains et aussi avec les activistes des droits de l'homme européens qui venaient au Maroc. Et ensemble, nous avons commencé à lutter pour dénoncer les violences dont nous avons été victimes de la part de la police. Y con esa asociación, a través de la asociación, entraron en contacto con activistas de derechos humanos de Marruecos, pero también de Europa, y conjuntamente denunciaron los abusos que se estaban cometiendo. Nous avons organisé des manifestations devant le Parlement marocain, devant le bureau du HCR, puisque chaque fois qu'on était arrêté et expulsé, le HCR gardait le silence en disant que s'il parlait, les autorités marocaines allaient fermer son bureau. Y de esa manera organizaron manifestaciones ante el Parlamento marroquí, pero también manifestaciones o concentraciones delante de la sede de la Asociación de Ayuda a los Refugiados. ¿Por qué? Porque ante esos abusos la asociación guardaba silencio y decía la asociación que si no guardaban silencio la policía marroquí, las autoridades marroquíes les iban a cerrar la asociación. Nous avons aussi squatté l'église catholique au Maroc, puisque vous savez, l'Église a aussi une responsabilité morale de défendre les personnes persécutées, mais quand on subissait toutes ces violences, on n'a pas senti la voix de l'Église. Y también ocuparon una iglesia católica en Marruecos por el motivo de que la iglesia declaradamente tiene que apoyar por responsabilidad moral a los perseguidos, pero no hacía nada, ¿no? Y ocupándola, pues querían denunciarlo. Donc je suis resté au Maroc pendant presque 4 ans. C'est le HCR qui m'a trouvé notre pays d'asile. C'était le Pays-Bas et c'est en 2008 que je suis parti aux Pays-Bas. Así que en Marruecos se quedó prácticamente 4 años. La Asociación de Ayuda a Refugiados le consiguió la posibilidad de acceder como refugiado a otro país y así pues en 2008 se fue a Países Bajos. Et quand j'arrive aux Pays-Bas, au début c'était encore un peu difficile pour moi parce que j'ai trouvé qu'on parlait une langue que je n'avais jamais entendu parler et aussi mes diplômes que j'avais obtenus à l'université de Boujmaï, ces diplômes n'étaient pas reconnus aux Pays-Bas, ce qui ne me donnait pas la possibilité de trouver un travail de mon choix. Pero cuando llegó a Países Bajos, al principio fue difícil. En primer lugar, una lengua que no hablaba, que desconocía, pero también el diploma de la universidad no era reconocido y eso le impedía encontrar el trabajo que quería. J'avais trouvé un travail dans une industrie agroalimentaire et dans cette usine, nous étions en grande majorité de migrants et on nous a fait travailler dans des conditions inhumaines pour nous payer encore dans un salaire de misère. Encontró trabajo allí en Países Bajos en una industria agroalimentaria, donde la mayoría eran personas migrantes y allí trabajaban en condiciones inhumanas y con salarios de miseria. Depuis que je suis ici en Europe, je me suis engagé encore dans la lutte. Je suis au sein d'un réseau transnational appelé Afrique-Europe Interact. Et avec ce réseau transnational, nous luttons, nous avons des projets en Afrique, notamment au Mali et comme au Maroc. Au Mali, nous sommes en train de soutenir les paysans qui luttent contre l'accaparement des terres. Comme vous savez, il y a des grandes entreprises qui quittent en Europe ou en Amérique, qui vont en Afrique, qui achètent des grandes terres où elles cultivent des produits destinés à l'exportation. En Europa, una vez en Países Bajos, pues se decidió seguir luchando y con redes transnacionales pues formaron una red que se llama África-Europa Interact con proyectos en Mali y donde pues apoyaron a los campesinos que luchan contra el acaparamiento de tierras. Como sabéis, empresas transnacionales compran tierras de cultivo, de subsistencia de los campesinos locales para producir bienes de exportación que se van a Europa, a Estados Unidos y dejan a los campesinos sin tierra. Au Maroc, après la publication de ces livres, c'était en 2014, la première version c'était en allemand,
je suis rentré au Maroc en 2015 où nous avons, avec les amis, fondé un projet, donc j'ai monté un projet d'hébergement de femmes migrantes parce que chaque fois que les femmes arrivent au Maroc après avoir traversé les déserts du Sahara, elles arrivent, elles n'ont pas de place où dormir, alors elles sont exploitées par des réseaux. Y tras la publicación del libro, que se publicó en 2014, primero en traducción, es decir, en Alemania, no en el original francés, pues volvió a Marruecos en 2015 y allí, junto a la asociación, pues fundó un albergue para mujeres, porque las mujeres, como había dicho, sufren un montón muchísima mayor violencia durante el trayecto migratorio y cuando llegan allí a Marruecos pues no tienen albergue y son explotadas por redes de trata. Nous avons une maison de refuge pour les femmes migrantes. Nous offrons un logement d'urgence et temporaire, c'est pour 3 mois. Et nous accueillons beaucoup de femmes, nous accueillons beaucoup d'enfants aussi qui sont avec les femmes qui viennent. Et en même temps, nous avons élargi ce projet où nous avons créé aussi une petite école où nous offrons les cours d'alphabétisation aux femmes, puisque la plupart des femmes qui arrivent au Maroc ont des difficultés pour lire et écrire. Así que pues hicieron esa casa para la acogida, para dar alojamiento, un alojamiento de 3 meses a esas mujeres migrantes, pero también a los hijos, ¿no? Y luego ampliaron las funciones que tenía esa casa, creando una pequeña escuela para las mujeres, porque muchas de ellas pues no saben leer y escribir, y también para los niños. Donc c'est ça le travail que nous faisons au Maroc, et tout ça c'est grâce à ces livres, puisque chaque fois qu'on organise des rencontres comme ça, il y a toujours des personnes qui se pointent pour pouvoir soutenir un peu ces projets que nous faisons au Maroc. Et c'est pour ça que je vous dis, le livre est là. Je crois à l'entrée, là, il y a le livre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l'acheter, parce que c'est grâce à ce livre aussi que nous faisons fonctionner notre projet au Maroc. Bueno, ese es el trabajo en Marruecos, gracias en buena medida al libro, porque cuando él ha movido en conferencias, se ha presentado el libro, ha habido mucha gente que se ha interesado y que ha decidido apoyar el proyecto, ¿no? Por eso os invita a que lo compráis, a que lo leáis, entre otras cosas porque con este libro se financia el proyecto de Marruecos del albergue y la escuela. Et aussi, depuis la publication de ce livre, puisque c'est publié maintenant déjà en 5 langues, en français, en allemand, en italien, en anglais et en espagnol. Donc j'ai fait toujours des conférences partout dans beaucoup de pays ici en Europe. Et si vous êtes aussi intéressé à organiser une rencontre comme ça, vous pouvez toujours prendre contact avec moi et on peut toujours l'organiser. Y luego, pues después de la publicación, el libro ha circulado mucho, ha sido traducido está en 5 lenguas, aparte del francés, como se ha dicho, el alemán, el italiano, el inglés y el castellano, ¿no? Y eso pues le ha permitido hacer muchas presentaciones y conferencias en Europa. Y si queréis organizar alguna, pues no tenéis más que hablar con él. Parce que, comme vous savez, ce travail que je fais, aujourd'hui, il y a des politiques migratoires qu'on est en train de mettre en place par l'Union européenne. Vous savez bien que vous êtes ici au niveau donc ici, vous êtes tout près du Maroc, et vous savez ce qui se passe au Maroc il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu plus de 60 personnes qui sont mortes, et tout ça c'est à cause de ces politiques migratoires que je qualifie souvent de politiques honteuses, de politiques racistes, des politiques xénophobes, des politiques qui ne respectent pas les droits humains. Alors on n'a pas besoin de telles politiques. Nous voulons par contre des politiques qui rassemblent le peuple, des politiques qui respectent les droits humains. Y en este trabajo sirve también para luchar contra las políticas migratorias de la Unión Europea. Aquí sabéis bien, porque estamos en el sur de Europa, estamos en la frontera de Europa, la frontera sur de Europa, y muy cerca de Marruecos, ¿no? Que
como sabéis, pues ha habido 60 personas muertas recientemente en Melilla por causa de políticas de la Unión Europea que él califica de vergonzosas, de racistas, de xenófobas, que no respetan los derechos humanos, en vez de hacer políticas que unieran a los pueblos y que respetaran los derechos humanos. Donc je crois que je finis et si vous avez des questions, on peut toujours répondre. Encore une fois, merci beaucoup. Terminados, si tenéis preguntas, pues encantado y os dar las gracias. Hola. Bueno, lo primero de todo, siento mucho que hayas tenido que pasar por toda esa travesía. Y nada, me surge la duda de cuánto tiempo fue el trayecto y cómo de difícil fue el reconocimiento del estatuto de refugiado. Tanto, o sea, porque has dicho que enseguida te lo dieron sin posibilidad de trabajar. Y me gustaría saber cómo la diferencia que hay en ese trámite en cuanto a España. Porque en España como que tardan mínimo 6 meses en reconocer, te dan la solicitud de... O sea, tienes la solicitud... Ay, espera que me atasco. Eres solicitante primero y tarda bastante tiempo en reconocértelo. Y por lo que has contado, como que en Marruecos te la reconocieron inmediatamente, pero luego no había no tenías muchas garantías con esa protección. Y luego te la reconocieron enseguida en Bélgica y no sé, como que... Sí, en Países Bajos, perdón. Que contara un poco cómo fue ese trámite, si fue muy complicado o... Gracias. Oui, d'abord le voyage en tout, ça m'a pris 6 ans, puisque je fais 2 ans pour quitter le Congo jusqu'au Maroc. J'ai mis 2 ans en route et je suis resté bloqué au Maroc pendant 4 ans. Donc en tout, ça m'a pris 6 ans pour arriver ici en Europe. Bueno, respecto al tiempo en el viaje, pues en total 6 años, porque desde el Congo hasta Marruecos tardó 2 años. Y luego se quedó bloqueado en Marruecos pues 4 años, ¿no? Bon, pour le statut de réfugié, oui, au Maroc, je ne peux pas dire que c'était facile d'avoir le statut, parce que ça m'a pris presque 1 année pour avoir le statut de réfugié. Et en même temps, je veux dire que c'est encore comme ici, ça se passe encore comme ici en Europe, puisque on peut avoir 100 personnes qui demandent l'asile, mais il y a peut-être 10 ou 20 à qui on donne le statut de réfugié. C'est pourquoi, parce que vous savez, le HCR au Maroc est financé par les États membres de l'Union européenne, et là, ils ont leur agenda, comme vous le savez, ce qui fait que le HCR applique en même temps cet agenda, qui fait que pour donner le statut de réfugié aux gens, ce n'est pas du tout facile. Respecto al estatuto que consiguió en Marruecos, pues no fue fácil. Tardó 1 año en que se lo reconocieran. Pero bueno, hay que decir que no, el procedimiento no es como aquí, en gran medida porque la asociación recibe financiación de la Unión Europea, que tiene su propia agenda de limitación del reconocimiento de los estatutos. Eso significa que de 100 personas que lo solicitan, pues 10 o 20 solamente lo reciben. Et aux Pays-Bas, là, je vais dire que pour moi, c'était un peu exceptionnel. Pourquoi? Parce que j'ai été réinstallé, c'était par la procédure de réinstallation. Donc, comme j'ai été réinstallé
par le HCR comme réfugié. Donc, automatiquement, quand je suis arrivé aux Pays-Bas, j'avais obtenu le statut de réfugié. Y en Países Bajos fue diferente. ¿Por qué? Porque lo consiguió a través del procedimiento de reinstalación de un refugiado ya reconocido en Marruecos, de tal manera que una vez que puso pie en Países Bajos ya era refugiado. Mais pour d'autres personnes, je crois que c'est encore très difficile, puisque quand j'arrive aux Pays-Bas, j'ai trouvé encore des personnes qui n'avaient pas de papiers, qui ont demandé l'asile. Ils passent beaucoup d'années, 5, voire même 10 ans, sans papiers, et ils vivent dans des situations très difficiles. Pero bueno, como ha dicho, su caso fue excepcional. ¿Por qué? Porque cuando llegó allí encontró a mucha gente que era solicitante de asilo y que estaba allí sin papeles, que llevaba 5 o 10 años en situación de ilegalidad. Justamente en ese sentido, o sea, bueno, nos has explicado que el Estatuto de Refugiado en realidad no sirve para mucho. ¿Qué debiera cambiar en ese estatuto en términos para hacerlo un instrumento, una herramienta que realmente sirva a la gente, ¿no? Porque es como te dan una tarjeta y no vale nada. ¿Qué tendría que cambiar en ese estatuto, según tu punto de vista? ¿Dices en Europa o en...? Sí, bueno, en general, porque el estatuto, bueno, el que se otorga... El Estatuto de Refugiados, en general, tiene unas líneas generales en todo el mundo, digamos, ¿no? Tienes, bueno, derecho como a un albergue, a unos servicios mínimos. Pero el hecho de no poder trabajar, de no poder acceder a unos papeles en un tiempo razonable, con una duración que te ayude a buscar una posibilidad de vida y de establecimiento en un sitio, pues entonces, ¿para qué sirve? Es decir, ¿qué tendría que cambiar en ese sentido? Oui, c'est vrai, si j'ai dit que ça ne me donnait pas des droits, ça n'avait pas de valeur, c'était au Maroc. Parce que normalement, quand on donne le statut de réfugié, c'est supposé que l'État marocain devrait accompagner ce statut d'une carte de séjour. Ce qui faisait qu'à l'époque, le Maroc ne voulait pas accorder les cartes de séjour. Donc, les décisions qui étaient prises par le HCR n'était pas respecté par les autorités marocaines. C'était jusqu'en 2013. Et en 2013, vous savez, il y a eu, quand il y a eu beaucoup de pression, donc beaucoup de mobilisation de la société civile marocaine et aussi du Conseil national des droits de l'homme marocain qui a fait un rapport qui a montré les violences dont les migrants, les réfugiés subissaient au Maroc. Alors, le Maroc était obligé de faire une campagne de régularisation. On a régularisé à peu près 50 000 personnes, mais parmi ces 50 000 personnes, il faut dire qu'il y avait aussi des Européens qui étaient au Maroc, qui n'avaient pas de papiers. Donc, on a accordé des cartes de séjour, mais en même temps, ces cartes de séjour, c'était toujours difficile, puisque si vous avez ça, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc, c'était ça. Mais en même temps, pour donner la valeur au statut de réfugié, je crois que ça doit être accompagné d'abord d'une carte de séjour, en même temps des droits de travailler. Non seulement droit de travailler, mais aussi accéder aux services publics de base. Je crois que c'est ça. Par contre, ici, en Europe ou bien aux Pays-Bas, quand on a le statut de réfugié, ça donne accès à tout. Donc, on peut travailler, on peut accéder aux services de base. Donc là, on peut dire que c'était bien aux Pays-Bas. Sí, es cierto que sí, que en el caso de Marruecos no tienes derechos. En Marruecos te dan el estatuto de refugiado, pero no lo acompañan de un permiso de residencia. Y entonces la asociación supuestamente te daba el
el permiso, eso automáticamente te lo debería facilitar, pero el gobierno marroquí no hacía caso a los trámites de la asociación. Eso cambió en 2013, cuando hubo pues, grandes movilizaciones en Marruecos de la sociedad civil y un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí en el que se denunciaban estas violaciones de derechos, estas irregularidades. Eso llevó a una regularización especial, donde se llegó a regularizar a 50.000 personas en ese proceso. Y se consiguieron los permisos de residencia, pero aún así en Marruecos con eso no encontrabas trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Pues justamente en Marruecos, en el caso de Marruecos, que sea un permiso de residencia que dé derecho al trabajo, pero también a acceso a los servicios públicos esenciales, ¿no? Sin embargo, en los Países Bajos no es así. En los Países Bajos, con su estatuto de refugiado, consiguió el permiso de residencia y se puede trabajar como refugiado. Entonces, y acceso a los servicios públicos fundamentales. Y eso, pues, está bien. Muchas gracias por la presentación. Enhorabuena por la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas migrantes y sobre todo de las mujeres, que te quería decir eso lo primero, ¿no? Enhorabuena por tu compromiso social que te ha acompañado en esta vida, en este trayecto de vida. Y quería preguntarte en concreto si la defensa por los derechos de las personas migrantes es algo que desarrollas después, una vez tú ganas una estabilidad, o si es algo que te acompañó en diferentes situaciones durante tu propio trayecto migratorio. Es decir, si te encontraste en situaciones en las que tuviste que proteger los derechos de otras personas o de mujeres. Oui, c'est vrai, ce soutien ou bien cette défense des droits des migrants, vous savez, d'abord c'est une situation que j'ai connue personnellement et que j'ai vu aussi d'autres personnes avec qui on faisait le trajet vivre. Et pour moi, ça a été un peu un choc, puisque vous savez que de par l'expérience d'abord que j'ai connue au pays, ce qui ne m'avait pas laissé indifférent, je n'ai pas voulu croiser les bras à partir du pays, mais en même temps, j'arrive encore en route, je vais trouver que c'était encore des situations plus pires que ce que j'avais laissé au pays. Et déjà, en route, vous pouvez lire dans ces livres, j'ai commencé à parler, à défendre, à jouer déjà ce rôle-là pour défendre, puisque ce n'était pas... Je me trouvais un peu... je me sentais coupable de voir des violences, de voir des atrocités et garder le silence. Je crois que c'était... En même temps, il y avait un fort prix à payer, mais je me disais que fermer la bouche, bien garder le silence, c'était devenir complice de cette situation-là. Alors j'ai commencé pendant la route, et quand j'arrive encore au Maroc, ce que je trouve encore, c'était en même temps très dur. C'est comme ça que je me suis dit, ça ne pouvait pas, je ne pouvais pas rester comme ça, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et ensemble, nous avons, avec des amis, on a dit, il ne faut pas qu'on croise les bras, il faut qu'on parte, parce que tant qu'on peut croiser, on peut garder le silence en disant qu'on va nous arrêter, mais en même temps, on garde le silence, les policiers venaient toujours, ils savaient là où nous étions, on nous arrêtait, mais par contre, on s'est dit, il faut qu'on lève les tons, il faut qu'on organise des manifestations, il faut qu'on dénonce cette situation avec l'espoir que cela pouvait apporter un changement. Donc, c'est ça, c'est que nous sommes en train de faire, ce que je fais. Et je crois que c'est, comme je l'ai dit ici, il y a
parfois certaines choses qu'on ne peut pas accepter. C'est comme ce qui se passe au niveau des frontières entre le Maroc et l'Espagne. Vous savez, on peut dire que dans les déserts, je le dis souvent, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de caméras pour filmer ou bien pour documenter la situation, alors qu'il y a encore des choses qui se passent pire encore là-bas. Mais ici, au niveau des frontières, il y a des caméras, il y a des journalistes qui documentent, mais comprenez qu'on laisse les êtres humains mourir, on assassine, on massacre, et la mort des migrants, c'est devenu comme un fait divers, on en parle comme... donc, et tout ça, pour moi, je crois que c'est difficile à accepter, c'est difficile à garder le silence devant de telles injustices, devant de telles atrocités, devant de telles violences. Sí, el apoyo a los derechos de los migrantes es una situación que conoció ya y que vio y que se concienció en el viaje. Cuando él lo vio, pues para él fue un shock. La experiencia en su propio país pues había sido muy dura, pero le sorprendió aún más en el viaje, en el trayecto, ver que era aún peor que lo que había vivido en su país, ¿no? Y en la ruta pues se vio teniendo que defender a gente y ser testigo de situaciones, ¿no? Y empezó a sentirse culpable si no lo hacía. El guardar silencio ante esas atrocidades digamos, evitaba los castigos, y moverse y luchar contra ello pues tenía un precio a pagar, ¿no? Pero él no podía quedarse en silencio y ser cómplice, ¿no? Y una vez que llegó a Marruecos y vio lo que había también, lo que ha contado, no podía dejar de hacer algo, ¿no? Y con sus amigos y compañeros pensaron que aunque la policía les fuera a reprimir, aunque de todos modos les iba a reprimir, porque el silencio no evitaba que fueran perseguidos por ser migrantes, personas migrantes sin papeles, pero sí iban a ser más reprimidos, pues decidieron moverse para provocar un cambio, ¿no? Y organizar esas manifestaciones que ha dicho para provocar ese cambio, ¿no? Y es lo que ha hecho, ¿no? Como ha dicho, hay cosas que no se pueden aceptar, ¿no? Pero no solo sucedieron en ese trayecto, sino que suceden también aquí en la frontera sur. Y lo que le indigna particularmente es que en el desierto no hay cámaras, no hay periodistas, se cometen terribles abusos que quedan completamente impunes y además no se conocen. Sin embargo, en las fronteras hay cámaras, hay periodistas, hay grabaciones, se mata, se masacra, se asesina a los migrantes y sin embargo pues parece un hecho banal, un hecho corriente. Es decir, que se cuenta y se narra y salen las noticias como un hecho más, una noticia, un breve, completamente banal, ¿no? Y eso para Emmanuel es algo completamente inaceptable. Buenas. Yo tengo 3 cuestiones. A ver, la primera cuestión es en relación a cuando tú consigues o tú demandas el estatus de refugiado, imagino que tendrás que presentar una serie de pruebas, de documentos o algo que demuestre que tú estás huyendo por una causa política o algo así. También imagino que cuando tú huyes de tu país no coges todos esos papeles. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hizo usted para conseguir demostrar que era refugiado en los Países Bajos, que huía del Congo y conseguir el estatus en caso de que le pidieran esa documentación? Y luego,
Tengo otra cuestión, es que nosotros, bueno, somos un grupo de profesores aquí en un instituto de secundaria en San Sebastián de los Reyes. No sé si estaría usted interesado en dar una charla a los chavales en caso de que viva aquí en España y que puedan coincidir los tiempos. No sé. Y tengo otra cuestión, pero se me ha ido totalmente. Como son tan largas las otras dos, se me ha olvidado. Ah, sí, la tercera cuestión, perdón, ya me acuerdo. Es si usted has podido volver al Congo, ahora con la nacionalidad, claro, no tiene nacionalidad, supongo, es el estatuto de refugiado. Imagino que no habrá podido regresar, a no ser, a lo mejor con un pasaporte que no sea el congolés, en algún momento podrá regresar. Bon, oui, pour la première question, comment je pouvais prouver que j'ai fui des persécutions? Oui, vous savez, des fois ici, quand on passe devant les services de demande d'asile ou les institutions, donc, ce sont des choses qu'on demande, il faut toujours prouver, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est possible de prouver ça, que je fuis des persécutions? Est-ce que c'est possible? D'abord, quand on fuit, on est obligé de tout laisser. On ne peut pas prendre ses identités, puisque pour sortir, traverser les frontières, il ne faut pas avoir ces documents-là. Et en même temps, quand on quitte du Congo pour arriver jusqu'au Maroc, je crois que toutes les frontières qu'on traversait, là, je dois vous le dire, aujourd'hui, je pouvais traverser avec le document du Mali, le lendemain du Nigeria. Donc, c'était comme ça, il faut toujours chercher des moyens pour pouvoir traverser les frontières. Et ce fait qu'on peut se retrouver, on n'a rien comme papier d'identité. Mais en même temps, on demande toujours ça. Et je crois que la situation qui se passe en Europe avec l'Ukraine, je crois que ça doit faire comprendre un peu ce que c'est être un réfugié. Vous voyez dans quelle situation les gens sont en train de quitter l'Ukraine. On a vécu encore la même situation avec les réfugiés qui venaient de la Syrie. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours possible. Quand vous fouillez, cherchez d'abord où se trouve tel document, cherchez d'abord où se trouve le passeport. Donc, on n'a pas cet état-là. Mais en même temps, ici, on impose toujours, il faut montrer ça, ce qui n'est pas facile de prouver. Sobre la cuestión de probar el hecho de ser perseguido, tener que haber huido por causas políticas, pues es obviamente los servicios de solicitud de acogida y de tramitación de los estatutos de refugiado, pues te obligan a probarlo. Pero él piensa, es posible probarlo. Es decir, cuando uno tiene que huir precipitadamente de su país y tiene que dejar todo, tiene que atravesar la frontera ilegalmente, no con su pasaporte, no con sus documentos, ¿no? Y además en su trayecto por muchísimos países, pues tiene que pasar por lugares y negociar, perder y usar todo lo que necesita para atravesar ilegalmente de un país a otro, ¿no? Y eso significa que digamos que te ves sin nada y que no tienes nada para demostrarlo. Él pone el ejemplo de la situación ucraniana, ¿no? Para que ahora permite entender lo que significa ser refugiado. Es decir, gente que de la noche al día tiene que salir con lo puesto, sin nada, y huir del país. Pero no solo en Ucrania, sino en Siria en 2015 sucedió lo mismo, ¿no? Es decir, nunca puedes tener los documentos. Precisamente esa es la situación. Cuando ser solicitante de asilo y refugiado, ¿no? No es posible tenerlos. Alors, pour la deuxième question, oui, je crois pour la conférence dans une école, oui, c'est possible pour moi, parce que c'est ce que j'ai fait aussi, jouer dans les écoles, dans les lycées, comme dans les universités. Et
quand c'est venu la première conférence qu'on a fait ici, c'était dans une école, c'était à l'université Complutense. Oui. Complutense. Oui, comme vous savez. Complutense. Oui, on a fait ça en anthropologie. Oui. Ok, comme vous avez dit, à l'université sociologie, donc sciences sociologiques et anthropologiques, oui. On a fait ça devant les étudiants qui étaient d'ailleurs très intéressés. Je crois que pour moi aussi, je trouve que c'est toujours bien de faire, d'animer des conférences comme ça au niveau des lycées, parce que je me dis souvent que si cette question de la migration est portée, donc les enfants arrivent, les jeunes arrivent à comprendre ça, arrivent à s'impliquer dans ça, je crois que ça peut être bien, parce qu'il y a des discours officiels, il y a les discours qui sont tenus dans les médias dominants, qui fait croire qu'il y a des centaines, des milliers de migrants qui attendent à la porte de l'Europe au Maroc pour venir envahir l'Europe. Mais en même temps, on ne veut pas dire clairement pourquoi les gens arrivent à quitter leur pays pour venir ici. Et des fois, on croit même que non, les gens prennent les parapluies dans leur pays un bon matin et vers le soir, ils atterrissent en Europe. Mais ils ne savent pas dans quelles conditions les gens arrivent à quitter leur pays et qu'est-ce qu'ils arrivent à vivre, à subir comme pression. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité aller dans les écoles et depuis la publication de ce livre, je crois que j'ai été dans plus dans plus de 100 écoles. On discute avec des jeunes, avec des élèves, des lycéens, pour qu'ils arrivent à comprendre, puisque je trouve que si les jeunes comprennent, ils peuvent sensibiliser au niveau des parents, au niveau des familles, au niveau des communes, au niveau des villes, et cela peut apporter des changements sur cette question d'immigration. Sí, claro que sí. Con respecto a dar conferencias, él lo ha hecho mucho con estudiantes, ¿no? Él está muy interesado en hacer eso con institutos, con escuelas. Aquí, el otro día, cuando fue el viernes, ¿no? El jueves, perdón, estuvo Emanuel en trabajo social en Somosaguas con una clase llena de alumnos y alumnas bastante jóvenes, muy interesadas en la cuestión, ¿no? En la cuestión de la situación de las personas migrantes, ¿no? Y eso hace que pues, la gente, ¿no? Y los niños o las personas más jóvenes, pero todo tipo de gente se implica, ¿no? Y se implica y eso ayuda a contrastar los discursos mediáticos y oficiales del gobierno sobre la migración, ¿no? Que hablan de que hay cientos y cientos de miles de personas, de africanos, que quieren entrar a toda costa a Europa, ¿no? Pero no se dice por qué las personas se ven obligadas a irse de su país. Parece como si se levantaron por la mañana, agarran el paraguas, ¿no? y cogen y se van, ¿no? Como una especie de idea que les viene a la cabeza, ¿no? Y deciden irse a Europa y no cuentan justamente que es un proyecto que se hace sobre la base de las condiciones en las que se vive, ¿no? Así que poder ir a escuelas, poder ir a institutos, poder ir a universidades es muy importante porque la gente entiende y sensibiliza a los demás, conciencia a los demás después en su propia familia, en los barrios, en la ciudad, ¿no? Hola. Bueno, yo quería darle las gracias por el libro, por su testimonio, por su trabajo, en nombre, sobre todo, bueno, de la parte del mundo en el que estamos, ¿no? Porque vivimos muy de espaldas a una realidad que es espantosa, insoportable, creciente y que nos afecta de primera mano porque
bueno, pues el mundo se desequilibra cada vez más y es necesario el trabajo de gente que además, como usted habla, a pesar de la experiencia vivida, sin ningún tipo de atisbo de odio, sino buscando desde un punto, bueno, pues conciliador, soluciones. En ese sentido, quería preguntarle acerca de su opinión sobre las políticas migratorias desde Europa, con la externalización de fronteras, por ejemplo, y con el rechazo, sobre todo, a los refugiados o a las personas migrantes que vienen de África o de países árabes, y cómo se siente como protagonista de una migración y como protagonista de refugiado ante la diferencia de trato en Europa con respecto a unos refugiados, como por ejemplo en este caso los ucranianos o ustedes que vienen del África subsahariana. Oui, c'est vrai. La politique migratoire de l'Europe, comme vous savez, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est avec l'externalisation, c'est l'externalisation des frontières, c'est-à-dire on construit des murs et puis on fait des coopérations avec les pays voisins comme le Maroc, la Libye, ou l'Algérie ou la Tunisie, à qui on confie la gestion, donc la gestion des migrants. Mais en même temps, on n'ignore pas la situation qui se passe dans ces pays-là. Donc, l'Union européenne coopère avec le Maroc. Il finance donc non seulement le Maroc, la Libye et l'Algérie. Et maintenant, c'est même au-delà dans nos pays, au Mali, au Sénégal. Vous allez voir que si vous y arrivez, vous trouvez toujours cette politique d'externalisation qui est en train de s'étendre, au point qu'on s'est dit, une fois on va se réveiller un bon matin comme ça, on ne saura même pas arriver chez un voisin, puisqu'on trouverait déjà des frontières de l'Europe entre les voisins. Sí, es verdad. La política migratoria de Europa, como lo acaba de decir, pues se basa en esa externalización, ¿no? Es decir, en tratados de cooperación y financiación con países como Marruecos, Libia, Argelia, para la gestión de las migraciones, ¿no? Pero se ignora o se pretende ignorar la situación que se da en esas fronteras externalizadas, ¿no? La Unión Europea financia a Marruecos, a Libia, a Argelia, pero también más allá, en Mali y otros países, ¿no? Se está produciendo la externalización y financiando esos gobiernos para que lo hagan. Hasta tal punto que se podría decir un poco en broma que un día se van a levantar en el Congo para intentar ir al país vecino y ver que ya está externalizada y que está ahí ya la frontera de Europa. Et en même temps, quand on finance, on ferme des frontières, mais il y a des dégâts. Des dégâts sont énormes en termes des droits. J'ai parlé ici des gens qui sont en train de mourir. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu, je crois que vous êtes informé de ce qui s'est passé au niveau des frontières entre Ceuta et Melilla. Mais les gens sont en train de mourir chaque jour. En même temps, d'autres du fait qu'il y a ces frontières, il y a ces murs des barbelés qu'on a construits, les gens sont obligés aujourd'hui de prendre la mer. Dans notre maison d'hébergement, je peux vous dire que nous vivons des situations très difficiles à cause de ces murs, puisque les femmes sont obligées de prendre donc des petits pirogues là pour pouvoir traverser. Et combien nous avons vu des femmes qui sont parties avec des enfants, ils ne sont jamais arrivés ici en Europe, ils ne sont pas au Maroc, et ils ont disparu comme ça. Donc c'est pour vous dire que cette politique d'externalisation, comme je l'ai dit, ça tue. Les dégâts sont énormes. Des fois, on n'en parle pas. On parlait avant, mais pour le moment, on ne parle plus. Parce que moi, je vais régulièrement au Maroc dans le cadre de notre projet, mais ce qui se passe, je vais vous dire que c'est incroyable, c'est cynique, si je peux me permettre ce terme-là.
les gens sont en train de mourir chaque jour. Chaque jour, il y a toujours des gens qui meurent dans la Méditerranée. Au niveau des frontières, n'en parlons même pas. Alors, en même temps, l'Europe dit non, voilà, les gens ne venaient pas, puisque l'Europe ne veut pas accueillir toute la misère du monde. En même temps, l'Europe reste prête pour accueillir toutes les richesses du monde. Donc, c'est pour vous dire que cette politique d'externalisation, nous devons ensemble lutter pour qu'on puisse mettre fin à ça. Nous devons dénoncer. Vous savez, l'argent qu'on finance aux pays comme le Maroc, comme la Libye, pour exercer des violences sur le migrant. Mais cet argent-là, c'est l'argent de vous, les citoyens européens. C'est vous, en tant que contribuables, vous payez des impôts, mais est-ce que vous avez donné les droits, vous avez autorisé votre gouvernement à utiliser votre impôt, à utiliser votre argent que vous payez pour aller tuer, pour massacrer la population là-bas? Donc moi, je crois que nous devons vraiment lutter, nous devons vraiment dénoncer. Et si vous avez cette possibilité, si vous avez ces droits, puisque c'est vous c'est vous les contribuables, l'argent qu'on envoie, vous ne pouvez pas accepter que cet argent puisse aller, permettez-moi le terme, qu'on puisse massacrer, que le sang coule à cause de l'argent que vous donnez. Vous ne donnez pas l'argent pour... Vous donnez l'argent, c'est pour améliorer le bien-être, votre bien-être, mais ce n'est pas pour que cet argent soit financé au pays dont on connaît bien comment ces pays, comment l'état des droits dans ces pays pour leurs propres citoyens, comment ça se passe. Donc moi je crois que nous devons vraiment dénoncer et lutter pour mettre fin à cette politique d'externalisation, puisque les dégâts sont énormes. Des fois, depuis que je suis en Europe, j'ai lu, même dans les médias, ce qui est raconté dans les médias, c'est peut-être seulement dire non, voilà, les gens sont là, ils attendent pour venir envahir, mais les dégâts, les morts, chaque jour aussi, on ne parle pas. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí. A ver. Sí, al mismo tiempo cuando se crean esos muros, ¿no? Y cuando se financian la construcción de esos muros, pues se provocan desastres, muertes, la gente se juega la vida todos los días, está jugándose la vida. Pregunta si conocéis la situación en Ceuta y Melilla, donde muere la gente, arriesga la vida la gente todos los días y muere gente todos los días, ¿no? Y cómo con esos contratos de externalización de fronteras se crean muros, se crean alambradas de espino, la gente se ve obligada a ir por el mar, ¿no? Y ahí se producen igualmente muchísimas muertes y tragedias, ¿no? En el albergue, en el proyecto de albergue, ellos lo han vivido muchísimas veces, ¿no? Situaciones terribles de mujeres que vienen de todo el trayecto terrible, desde África hasta Marruecos, desde África Negra hasta Marruecos, con sus niños, y que de un día para otro entran en uno de esos barcos y en Europa no llegan, desaparecen. Es decir, muere tanta gente y se habla de vez en cuando, pero poco después se deja de hablar. Ya no interesa, ¿no? Es increíble el cinismo ante una situación en la que todos los días muere gente en el Mediterráneo cruzándolo, ¿no? La Unión Europea, que hace estos proyectos, dice que esta gente pues no puede llegar toda, que Europa no puede acoger toda la miseria del mundo, aunque está dispuesta a acoger toda la riqueza del mundo. Es decir, es necesario que luchemos conjuntamente para poner fin a esto, para denunciarlo. No puede ser que la Unión Europea esté dando dinero a Marruecos, a Libia, a otros países para asesinar, para violentar a las personas migrantes. Y
vosotras y vosotros como ciudadanas y ciudadanos europeos estáis pagando impuestos que financian todo eso. Estáis pagando algo a lo que probablemente no habéis autorizado a los gobiernos para que lo hagan. Así que no habéis autorizado a los gobiernos a masacrar, a asesinar, a torturar a las personas. Tenemos que denunciar esto, ¿no? Y si tenéis la posibilidad y los derechos para hacerlo como contribuyentes, pues hay que hacerlo. Esos impuestos deben ir para el bienestar, no para financiar estas masacres y no para financiar a países en los que no hay ningún tipo de Estado de Derecho, ¿no? Es necesario que denunciarlo para poner fin, ¿no? Desde que vive en Europa es siempre lo mismo ver que en los medios una y otra vez se habla de ello, se habla de ello, se habla de ello, de la inmensa cantidad de migrantes que van a venir, de las oleadas migratorias, pero no se habla de esas violaciones terribles de derechos humanos y de las masacres y asesinatos. Buenas noches. Quería preguntarle si nos puede pedirle si nos puede hablar del concepto de refugiado climático y preguntarle si, por su experiencia trabajando, si sobre una idea de la que se nos habla mucho en Occidente, que es el aumento de la influencia de los gobiernos de China y de Rusia en el continente africano, si en su opinión eso tiene algún tipo de influencia directa o indirecta en la condición y en el estatuto de refugiado. ¿Vous pensez que ça a à voir avec les difficultés qu'il y a en Europe pour obtenir les statuts de réfugiés? Oui, les réfugiés climatiques, je préfère peut-être parler des réfugiés tout court, puisque je crois que les causes qui poussent les gens à quitter, ces causes ont de multiples facteurs. Il y a notamment les pillages des richesses, en même temps ces entreprises qui pillent les richesses. Moi, je prends souvent le cas de mon pays, le Congo. Quand ces entreprises vont parce qu'elles veulent à tout prix avoir des matières premières à moindre coût pour venir faire des gros bénéfices ici en Europe. Et pour cela, ils exploitent dans des conditions très, très difficiles, des conditions qui ne respectent pas l'environnement, ce qui doit provoquer encore... Oui, ce qui doit provoquer le changement climatique. Et quand il y a le changement climatique, c'est-à-dire qu'on doit s'attendre, c'est vrai, on doit s'attendre encore à des personnes qui doivent fuir. C'est le cas, par exemple, on le voit déjà avec les pommes de sécheresse dans certains pays comme au Mali où nous travaillons, où nous avons le projet où nous soutenons les paysans qui luttent contre l'accaparement des terres. Donc tout ça, c'est pour vous dire que l'exploitation des minerais, les conditions dans lesquelles cette exploitation s'est faite, ont des conséquences non seulement sur la situation économique, mais aussi sur la situation environnementale. Et tout ça, ça fait que nous devons nous attendre encore à des situations plus pires encore dans les années qui viennent. C'est-à-dire que ça va provoquer encore que les gens puissent quitter leur pays pour chercher où ils peuvent trouver un refuge, où ils peuvent bien vivre. Par rapport à la situation de la Chine, la présence de la Chine ou la présence de la Russie en Afrique, bon, tout ça c'est toujours question d'intérêt. Je ne peux pas dire que la Chine ou la Russie en Afrique, ils font mieux que l'Europe. Non, c'est la même situation. C'est-à-dire qu'ils sont là puisqu'ils veulent avoir des matières premières
ils veulent faire fonctionner leurs industries, ils veulent vendre des armes en Afrique. C'est tout ce que l'Europe faisait aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la présence de la Chine, la présence de la Russie ou la présence de l'Europe. C'est-à-dire que c'est le même système et que nous devons ensemble combattre. Parce que je n'ai pas vu un changement s'opérer puisque la Chine est venue ou bien puisque la Russie est là. Non, par contre, c'est toujours les mêmes pratiques qu'on est en train de déplorer. Sí, bueno, claro que hay refugiados climáticos, aunque él prefiere hablar de refugiadas a secas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las causas por las que la gente se va de los países pues son siempre una combinación, son factores múltiples. Sobre todo, lo que hay es un pillaje de riqueza. Las empresas multinacionales de las que he hablado, por ejemplo, en el Congo, lo que hacen es que quieren acaparar, quieren hacerse a toda costa con las materias primas necesarias para las industrias y las quieren, europeas en este caso, y las quieren lo más baratas posible, ¿no? Y explotan las personas y el medio ambiente en condiciones de en condiciones que dañan el medio ambiente, que provocan el cambio climático, y a su vez el cambio climático lo que hace es forzar las migraciones por ese cambio climático, ¿no? Es algo que ya él ha podido atestiguar en primera persona en Mali. Como ha dicho Emmanuel, allí tienen este proyecto de ayuda a los campesinos que luchan contra el acaparamiento de tierras, ¿no? Y allí la situación de desertificación, de sequía, es ya un hecho permanente, irreversible, ¿no? La explotación de minerales se da en condiciones que provocan no solo desastres económicos, sino medioambientales, ¿no? Y la situación no hace más que empeorar. Y a su vez, esto significa que cada vez más gente va a huir de esas condiciones en las que no se puede vivir y la gente quiere vivir bien. Respecto a la cuestión de China, Rusia, en África, son potencias o son países que buscan lo mismo que busca Europa, es decir, materias primas, vender armas. Desde ese punto de vista no hay ningún cambio, es decir, que es lo mismo que hace Europa y lo están haciendo también China y Rusia, ¿no? Él no ve ninguna diferencia, es el mismo sistema contra el que debemos luchar para poner fin a esas prácticas deplorables. Bueno, nada, muchas gracias también por tu trabajo como activista y por contárnoslo, por el relato que haces de él. Te quería preguntar dos cosas. Una es si, aunque ha pasado, entiendo, muchos años, si puedes recordar, antes de emprender el viaje, cómo imaginabas ese viaje, si imaginabas su dureza y cómo imaginabas también Europa antes de salir hacia aquí, ¿no? Eso en cuanto al viaje. Y por otra parte, hablabas antes de la externalización, ¿no? No sé si, quería saber cómo, si durante ese viaje, también durante ese trayecto, cuántas veces has tenido la sensación o de qué manera has percibido si cada una de esas fronteras que tenías que cruzar ya era en cierto modo la frontera de Europa, ¿no? Por las trabas, por las dificultades, por esa externalización de las fronteras. Bon, première question, oui, en quittant le pays, donc je vais vous dire que, comme je l'ai dit, je venais juste de quitter la prison et en même temps, j'étais obligé de fuir. Mais quand je quitte, je suis d'abord réfugié au Congo-Brazzaville, c'est le pays voisin. Mais comme je l'ai dit ici, la situation que j'ai trouvée, c'est ce qui m'a poussé à quitter. Et vous savez, quand on quitte déjà comme ça, j'étais devenu comme un suiviste. Donc, quand on croise des gens, des camarades, on se fait des amis, on vous dit non, voilà, si nous allons dans tel pays, ça va être bien, c'est mieux qu'ici. Alors, vous suivez
et vous arrivez là-bas, vous trouvez que non, ce n'est pas ce qu'on se disait, et puis il faut aller. Donc c'était comme ça que c'était devenu. Mais au départ, avoir une idée fixe de où je partais, je veux dire que je n'avais pas cette idée. Par contre, l'idée de l'Europe, c'est à partir du Mali, le temps que nous avons fait au Mali, quand on voit aussi d'autres personnes qui viennent, nous allons au Maroc, et puis c'est là que l'idée que je peux aller au Maroc, je peux aller en Algérie, c'était arrivé. Mais au départ, j'ai dit souvent que j'ai fouillé sans savoir où je partais. Sí, él cuando se fue del país, como ha contado, pues salía de la cárcel, no podía quedarse en el país, estaba obligado a huir, ¿no? Y se refugió en primer lugar en Congo-Brazzaville, y allí pues ya inmediatamente pues habló con otras personas, se hizo activista en cierto modo, ¿no?, en el trayecto migratorio. ¿Y eso qué significa? Significa que hablas con la gente, que te empiezan los relatos de experiencias y contarse pues sobre este país u otro, cómo es la situación, es decir, que va cambiando las ideas previas, ¿no? Y ahí sí que vio pues que en muchas cosas o en unos países las condiciones no era como pensaba, ¿no? Pero él no tenía una idea preconcebida, él no tenía la idea de ir a Europa. Fue a partir de Mali cuando ya le vino la idea de ir a Europa, y hablando justamente con los otros de que, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a Argelia, vamos a Marruecos, y allí intentamos, ¿no? Pero él, cuando salió del Congo y en las condiciones en las que lo hizo, no tenía para nada una idea fija, no sabía dónde iba. La deuxième question. Sí, la segunda cuestión. Oui, deuxième question par rapport aux frontières. Bon, je peux dire que dans les années 2004-2005, quand j'ai voyagé, donc voir que voilà, il y a des frontières de l'Europe, tout ça, je n'avais pas encore cette idée, mais c'est quand je suis arrivé en Algérie, au Maroc, c'est là où j'ai commencé à comprendre cette situation d'externalisation des frontières. Et maintenant même, ça, je peux dire que ça s'est encore amplifié, parce que comme je voyage, si je vais dans beaucoup de pays comme de l'Afrique, vous allez voir que au niveau des aéroports, il y a les matériels de contrôle qui sont financés par l'Union européenne. C'est noir sur blanc, c'est écrit même. Et même si vous allez au Niger, vous allez voir même au Niger, là, il y a donc une pancarte, cette zone est protégée donc, contre la migration clandestine, et avec les logos de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que c'est partout. Au Sénégal, nous avons été au Sénégal pendant le Forum social mondial en 2011, vous allez trouver la même chose. Donc c'est-à-dire que les frontières de l'Europe, ce n'est pas seulement au niveau de Ceuta et Melilla ou bien encore entre la Libye et tout ça. C'est partout, même au Congo aujourd'hui. Donc, ils ont obligé qu'on puisse avoir les passeports biométriques. Chaque pays doit avoir les passeports biométriques, et ces passeports sont financés par qui? Souvent, c'est l'Union européenne qui finance, qui donne les matériels. Tout ça, c'est pour pouvoir exercer le contrôle des sorties, donc le contrôle de la migration. A ver, con respecto a las fronteras, él puede decir que en 2004-2005, pues cuando un poco él hace ese trayecto, en los países africanos, él, digamos, no tenía esa idea, no veía esa dimensión de que estaba Europa. La empezó a tener ya en Marruecos y en Argelia, ¿no? Ahí vio que había realmente una externalización de las fronteras que era evidente, ¿no? Posteriormente, luego esa idea se amplió viajando por otros países africanos en años posteriores, ¿no? Y viendo que, por ejemplo, en los aeropuertos los sistemas de control de personas, de identificación, están financiados por la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en Níger, la Unión Europea
En los aeropuertos pues tú ves un cartel que pone protección contra la migración ilegal con el escudo de la Unión Europea, las estrellitas de la Unión Europea, ¿no? También lo pudo ver en Senegal, porque estuvieron allí con motivo del Foro Social Mundial en 2011, y vio esa presencia y esa externalización en fronteras europeas. Es decir, que cada vez más la frontera ya no está solo en Ceuta y Melilla, no está solo en Marruecos, en Libia, sino que está en toda África, incluso en el Congo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está financiando la instalación en los aeropuertos y en las vías de paso del pasaporte biométrico. El pasaporte biométrico es obligatorio y lo usan en estos países con dinero de la UE para controlar la migración ilegal. Hola, buenas noches. Ahora está presente, bueno, es agradecerle sus palabras y lo que nos está contando. Yo quería hacer una pregunta. Estaba presentando un libro en un teatro nacional como es el Valle Inclán. ¿Cómo cree que está virando la cultura europea, los intelectuales europeos, como si hay figuras como Sartre o como otros intelectuales hace en los años 50, 60, 70, y ahora mismo esos intelectuales europeos están dando la importancia que tiene la inmigración o están pasando de puntillas y como si es algo de lo que es mejor no hablar porque a lo mejor se pierde ventas o se pierde influencia o no te contratan en un teatro? ¿O cuál es la impresión que usted tiene de cuál es el papel de los intelectuales europeos frente a la migración? Bon, par contre, c'est une question que moi je pouvais vous poser. Es una cuestión que os debería hacer era a ustedes. Est-ce que dans la salle, il y a peut-être quelqu'un qui peut... ¿Habrá algún intelectual en la sala, no? Oui, oui, s'il y a quelqu'un peut-être dans la salle... Si hay alguno presente que hable. Yo, sinceramente, no soy una intelectual. Moi, je suis pas intelectuel. Pero escuchándote y bueno, y sabiendo también lo que pasa, viendo las pocas noticias que nos llegan, siento verdadera vergüenza. Y me pregunto qué es exactamente lo que hace la Unión Europea. O sea, es que es muy fuerte. Siento rabia, siento vergüenza y siento indignación. También vergüenza de mí misma, porque creo que hago demasiado poco estando aquí sentada y viviendo también como vivo en la Unión Europea y apoyando de alguna manera eso y no protestando siquiera. Entonces no sé qué hacen los demás intelectuales, aunque no me considero una intelectual, ¿no? Pero muchas gracias. Alors, oui, d'accord, oui. Gracias y merci. Je crois que je vais vous répondre en français et je vais voy a traducir también si quieres. Tómate un descanso. A ver, français. Je ne suis pas non plus on va dire une intellectuelle. En tout cas, je vais parler en tant que spectatrice, puisqu'on vous a posé la question par rapport au rôle du théâtre également, pour sensibiliser sur ces questions. Et bon, ça fait 10 ans que je vis à Madrid, mais j'ai aussi des racines françaises. Et peut-être que là, je choisis de vous parler du Festival d'Avignon, qui est en référence de théâtre, très reconnu. Et dans mon expérience au fur et à mesure des années, malheureusement, je crois que de la même manière que vous avez parlé très justement dans les nouvelles de cet effet de fait divers, non, qui est posé sur, dont c'est la façon dont est traité les massacres, les violences, les tragédies. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a aussi du militantisme qui passe aussi par
qui passe par une action qui passe par le théâtre pour sensibiliser. Il y a des écrits, bien évidemment, votre livre, votre témoignage, aussi d'autres, sur ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, mais comme vous le dites, cette crise, elle est toujours là. Et comment dire, malheureusement, je crois qu'on ne peut pas éviter un effet de mode, pour le dire cyniquement, puisque, voilà. Mais cet activisme, j'aurais tendance à dire qu'il existe quand même, qu'il se manifeste, en faisant malgré tout attention, en prenant des pincettes, puisque effectivement, il n'est pas forcément reçu, du moins, comme quelque chose qui est présent tout le temps. Du moins, c'est ma vision un peu que j'ai de la position du théâtre par cette expérience encore qui est au Festival Avignon. J'espère que mon témoignage de spectatrice, encore une fois, vous aide à nourrir votre réponse. Ahora en español. Ya no sé cómo empecé muy bien, la verdad es muy complicado tu trabajo. No, lo que querría decir es que yo no voy a hablar ni siquiera como artista, sino como espectadora, que vivo aquí en Madrid desde hace 10 años, pero soy francesa. Y estaba hablando para hablar sobre cómo se puede concebir también el papel del teatro, concretamente, que ha sido la pregunta de mi compañero aquí enfrente. Quería hablar un poco de lo que, al punto de nivel de la observación que he podido observar, también en el ámbito del Festival de Avignon, que es de Francia, lo podemos criticar también, pero como punto de referencia en el teatro internacional. Y lo que me temo es que, claro, a militantismo y activismo sí que pasa también por una representación, una sensibilización dentro de las obras de coreógrafos. ¿Cómo se dice? Se me pierde la palabra, perdona. Los que hacen las coreografías. Gracias. Por ejemplo, pero en el teatro, y que claro, también que se apoya sobre la literatura como testimonios, pero también obras que han salido, y el cinismo es que claro, hay que ver que esta recepción también puede verse como un poco siendo de moda, ¿no? Lo siento decirlo así. Pero aparece lo que hemos llamado la crisis de refugiado, que como hemos escuchado aquí, no es una crisis con la palabra crisis aparece la idea de un punto, ¿no? Que se termina y tal, aunque sigue, es de todos los días, como se ha dicho aquí. Está bien recordarnos, y es el problema que veo también en la recepción de estas obras, ¿no? Porque esfuerzos de sensibilización sobre estas cuestiones sí que hay. Pero en la recepción lo tratamos, hice el paralelo con lo que decía del fait divers. Es que no sé cómo has traducido el fait divers. Sueltos, sí, noticias, como que son noticias. Pequeñas notas. Sí, noticias, o sea, estas noches, estas muertes, estas tragedias se divulgan como un fait divers, o sea, literalmente se trata de un hecho diverso, o sea, que es como una noticia del barrio, ¿no? O sea, o algo así, y que no transmite la importancia que tiene. Y, a ver, es solo de un punto de observación, y como le decía, querría ayudarle un poco a responder. Y a lo mejor no estáis de acuerdo y podemos hablar un poco más. Creo que lo he dicho más o menos. ¿Qué te parece? Oui. Bon, je crois les réponses ont été données, mais en même temps, pour essayer un peu de répondre, je crois j'ai posé aussi une question ici, je crois, en parlant ou en... Ma question était, est-ce que les citoyens européens que vous êtes, est-ce que vous avez donné votre accord, bien votre autorisation au gouvernement d'utiliser l'argent que vous payez comme contribution, que vous payez pour l'impôt, que cet argent soit utilisé pour faire couler le sang des personnes qui quittent, qui fuient
des persécutions, des personnes qui fuient des situations. Aujourd'hui en Europe, on parle, non, voilà, il y a des migrants économiques, ils fuient la misère, donc on ne peut pas les accueillir. Ok, mais est-ce qu'on se pose un peu des questions d'où provient cette misère? On parle de pauvreté en Afrique. Par contre, moi, je parle de l'appauvrissement. Je vous ai parlé de mon pays ici, le Congo, et je crois j'ai montré que ici, à l'est du Congo, même au moment où nous parlons, avant de venir ici, je viens d'avoir une information qu'il y a une ville qui est tombée tout près de Goma, que les rebelles ont pris cette ville, donc j'étais venu un peu, j'étais même un peu tout ça. Mais cette partie dont je vous ai montré, il y a la guerre, ça fait plus de 20 ans qu'il y a la guerre là-bas. Et pendant qu'on massacre la population, il y a la mission des Nations Unies qui sont là depuis plus de 20 ans. Mais ils ne font absolument rien. Et pendant qu'il y a la guerre, qu'est-ce qu'on observe là-bas? Chaque jour, il y a des avions qui descendent, qui atterrissent avec des armes et qui décollent avec des matières premières. Et les groupes armés dont on parle là-bas, il y a des groupes armés. Il y a, donc, je crois, quelques semaines, le secrétaire général des Nations Unies a dit que ces groupes armés, qu'on appelle les M23, ces groupes-là, disposent des armes sophistiquées, plus que les armes que la mission des Nations Unies au Congo possède. Or, si vous arrivez au Congo, comme dans l'ensemble de la comme dans l'ensemble de la sous-région en Afrique, il n'y a pas d'usine d'armement. Mais d'où proviennent ces armes-là que les groupes armés utilisent? Ces armes sophistiquées dont ils disposent aujourd'hui, ça vient d'où? Mais on va vendre les armes en Afrique. Ces armes-là, ça provoque l'instabilité puisque les entreprises qui exploitent, leur théorie, c'est quoi, leur credo, c'est quoi? C'est il faut créer l'instabilité, il faut créer des conflits armés, et c'est quand il y a des conflits qu'eux peuvent avoir des matières premières comme ils peuvent en avoir et venir ici faire des gros bénéfices. Et en même temps, on exploite ces matières premières, on ne laisse rien en Afrique, on ne construit pas des usines. Et les gens qui voient que voilà, on prend nos matières premières, comme il n'y a pas d'usine ici, c'est supposé que là où vont nos matières premières, c'est là où il y a des usines, c'est là où on peut trouver du travail. Ils prennent la route pour venir en Europe. Mais en même temps, on les massacre, on les tue. Donc je crois que je ne pourrais pas dire si les intellectuels européens dénoncent ou bien font un travail, mais en même temps, nous devons nous poser des questions, de savoir est-ce qu'il faudra-t-il garder le silence, est-ce qu'il faudra-t-il traiter les effets ou bien les causes de ces phénomènes? Puisque les causes sont là, c'est connu, on vend des armes, on pille les matières premières, et pourquoi ne pas chercher d'abord à résoudre cette question avant de maltraiter, bien avant de massacrer, avant de fermer des frontières? C'est ça ce que je peux apporter comme élément de réponse à votre question. Bueno, se ha hablado aquí como intelectuales o no, y él pues quiere decir algo al respecto, ¿no? Y básicamente es que como ciudadanos y ciudadanas habéis autorizado a vuestros gobiernos a usar el impuesto, los dineros que vienen de las contribuciones de los impuestos para comprar armas, para crear campos y muros de personas contra personas que huyen de estas situaciones, ¿no? En la Unión Europea pues se dice que hay migraciones económicas, ¿no? Que la gente pues quiere venir aquí a por trabajo, pero no se dice por qué. Quiero decir, ¿por qué la gente se ve obligada a hacer una migración económica, ¿no? Básicamente se dice que es que hay pobreza. Él prefiere hablar de que ha habido un empobrecimiento.
antes que una pobreza. En el Congo ha habido un empobrecimiento, ¿no? Ha estado viendo las noticias en estos días y en el este, en una ciudad cerca de Goma, pues ha sido tomada por los rebeldes, ¿no? Por los rebeldes financiados por estas compañías, ¿no? En una zona que está en guerra desde hace 20 años, lleva así. Se masacra a la población y la ONU está allí desde hace 20 años con las tropas humanitarias, pero no hacen absolutamente nada para cambiar esa situación, ¿no? Desde hace 20 años, y eso lo ha visto él, porque estaba allí, ha visto aviones procedentes de Europa que vienen cargados de armas y que se van cargados de materias primas. Hace pocas semanas desde la ONU se ha denunciado, se ha informado de que estos grupos rebeldes tienen mejores armas que el gobierno congolés. Es decir, que están mucho mejor dotados que el gobierno congolés, ¿no? Y en Congo y en África, en los países donde hay guerra, no existe una industria de producción de armas. Es decir, ¿de dónde vienen estas armas? Se venden armas en África constantemente para provocar una desestabilización. Las empresas, como se ha dicho, quieren tener pues, gobernantes dóciles y un clima de ingobernabilidad, de desestabilización, para poder hacer acopio de las materias primas y hacer grandes beneficios de los cuales nada queda en África, ¿no? Se van a Europa, donde también van estos migrantes, ¿no? Estos migrantes van a donde está el dinero, es decir, donde pueden conseguir mejores condiciones de trabajo, pero se les mata en el camino y se les tortura, ¿no? Es decir, está muy bien que los intelectuales denuncien, pero lo que hay que preguntarse, y tenemos que preguntarnos, es no quedarnos en los efectos únicamente, sí, en que hay asesinatos, en que hay pillaje, y remontarse hasta las causas. Y esas causas no se van a atacar con políticas que se basan en cerrar fronteras, en la externalización y en el asesinato. Bueno, con esto vamos a concluir este espacio que ha querido ser de encuentro y de diálogo. Muchas gracias, Emmanuel, muchas gracias, Raúl, y muchísimas gracias a todas, todos por vuestra asistencia en el día de hoy.